Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir cet après-midi deux amoureuses de la lecture. Il n'y a pas d'amoureux, que des amoureuses de la lecture. Donc, en face de moi, nous disons bonsoir à Cassandre Cléon, auteure et blogueuse. Bienvenue Cassandre sur le plateau de Plaisir de lire. Et en face de Cassandre, nous avons une grande amoureuse de la lecture. Oui, bonsoir. Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Madame Delors Marie-Laurence, et puis merci de nous inviter aussi gentiment. Et c'est avec plaisir que je partage avec chacun et chacune d'entre vous. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé de tous les côtés du plateau. Comme chaque mercredi après-midi, nous allons discuter lecture, nous allons voyager, penser, réfléchir à notre société, à notre façon de faire, à utiliser l'expérience des uns et des autres pour s'édifier personnellement. Et donc, nous allons commencer tout de suite avec Cassandre. Alors, Cassandre, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, je vais vous parler donc d'un livre vraiment... c'est une pépite. Mais avant ça, vraiment, j'aimerais te remercier, Ludovic, pour cette très belle émission que tu fais, parce qu'avec Plaisir de lire, on peut sensibiliser les aidants sur cette thématique qui est vraiment un enjeu de santé publique. Et donc, si je viens dans l'émission, c'est pour mettre vraiment en valeur les différents ouvrages. Et donc, moi-même, j'ai été aidante. Donc, je rappelle quand même la définition des aidants pour les téléspectateurs. Donc, c'est une personne qui s'occupe d'un parent ou d'un enfant, d'un ami, d'un voisin qui est en situation de dépendance en raison peut-être d'une maladie ou d'une situation de handicap ou par l'avancée en fait en âge. Donc, un aidant sur 3 ne sait pas qu'il est aidant. Et vraiment, l'idée, en tout cas, avec cet ouvrage, c'est de mettre en lumière les aidants. Moi-même, j'ai été aidante pendant 8 ans auprès de ma mère. Et donc, j'ai lancé un défi, celui de résumer 12 livres en 12 semaines sur mon blog coeuraidant.com. Et je vous ai vraiment déniché, j'ai envie de dire, un livre qui est vraiment une référence parce que c'est le livre du docteur Hélène Rossineau, « Aidant ces invisibles ». Alors, cet ouvrage, déjà le titre, Aidant ces invisibles, c'est un petit peu, on va dire, peut-être paradoxal, parce que s'il est écrit « Vous êtes 11 millions à prendre chaque jour soin d'un de vos proches ». Et ils sont quand même invisibles. Donc, ce que le docteur Hélène Rossineau nous dit, c'est que les aidants sont la colonne vertébrale invisible des différents systèmes de santé dans le monde. Et je précise quand même aussi que le docteur Rossineau, elle est médecin spécialiste en santé publique et médecine sociale. Elle est vraiment experte dans la question des proches aidants. Donc son ouvrage, qui est paru en 2019, a été récompensé par l'Académie de médecine. Et puis, elle a sorti un deuxième ouvrage récemment, en septembre 2022, qui s'appelle « Être présent pour ses parents ». Donc vraiment, elle connaît très bien la thématique. Et dans cet ouvrage, Aidant ces invisibles, pour revenir à cette métaphore de la colonne vertébrale, qui est invisible, eh bien, ce qu'elle nous dit, c'est que un aidant est dans une situation délicate et la colonne vertébrale est aussi fragile. Et à trop s'appuyer sur les aidants, eh bien, ils ne vont pas tenir. Donc, ils ont vraiment besoin de soutien, ils ont vraiment besoin d'aide pour pouvoir accomplir au mieux leur rôle. Et ce que j'apprécie dans cet ouvrage, parce qu'il est vraiment très bien documenté, il y a énormément de références, des références donc... pas uniquement des références nationales au niveau de la France, mais vraiment internationales. Elle compare différents pays. Et ce qu'elle nous montre aussi,
j'ai vraiment été surprise. Donc, les différents systèmes de soins dans le monde de santé font des économies vraiment vertigineuses grâce aux aidants, puisque les aidants, ils sont en fait la continuité des soins. Ils prodiguent des soins, donc des soins informels à la maison, ce qui permet de libérer des places, des lits dans les hôpitaux. Donc, les systèmes de soins, par exemple aux États-Unis, économisent près de 470 milliards. En Australie, près de 60 milliards. Et en France, près de 11 milliards. Et donc tout ça est vraiment documenté. Elle donne les références, on peut vraiment trouver les différents chiffres. Et au-delà de ça, elle montre vraiment que c'est une problématique mondiale. C'est pas juste en France, mais que les aidants, ils ont vraiment besoin d'un changement de regard vraiment de la société sur eux. Pas simplement des lois, mais que vraiment tout un chacun connaisse vraiment ce que c'est qu'un aidant, les difficultés, le rôle, l'engagement qu'ils ont pour vraiment pour avoir plus de compréhension en fait à leur égard. Et elle parle également des jeunes aidants, parce que les jeunes aidants, donc je rappelle un peu la définition, donc ce sont des enfants, des adolescents qui donc ont moins de 18 ans et qui s'occupent régulièrement, d'une façon assez significative, d'un membre de leur famille. Et ce proche en question, eh bien, il est donc soit il est atteint d'une maladie physique ou mentale, ou peut-être d'un handicap. Donc ces aidants, elle dit qu'ils ont vraiment besoin de soutien encore plus que les adultes finalement qui aident, parce que au niveau de leur scolarité, ils sont impactés. Donc elle veut vraiment sensibiliser le système scolaire pour justement qu'ils soient formés à les repérer, à les détecter, pour pouvoir leur apporter encore plus de soutien. Et puis c'est un livre qui est vraiment tellement riche, tellement dense. Il faudrait 2 émissions, je pense, pour pouvoir en parler. Donc, je vais vraiment parler des choses qui m'ont le plus touchée. Donc, elle a fait sa thèse de doctorat sur les aidants, le docteur Hélène Rossineau. Donc, elle a mené une enquête auprès des aidants. Elle est vraiment allée au cœur de leur intimité, au domicile. Et ils se sont vraiment livrés en toute authenticité, sincérité, et elle les a écoutés avec bienveillance, beaucoup de respect. Et dans cet ouvrage, donc dans le premier chapitre, elle partage ces différents témoignages qui sont vraiment très touchants, très, très émouvants, mais ça permet de vraiment comprendre le quotidien, leur réalité, leurs défis qu'ils doivent en fait relever. Et puis, elle parle également donc, d'un parcours de soins. Le parcours de soins, pas le parcours de soins, excusez-moi, le parcours de l'aidant. Le parcours de l'aidant, ce n'est pas une liste de solutions, ce n'est pas, en fait, elle le dit, pour elle, ce n'est pas un guide avec des mesures à suivre. Pour elle, vraiment, donc pour le docteur Hélène Rossineau, il s'agit d'une vision globale de la société pour soutenir les aidants. Donc il y a quand même des pistes qui sont très intéressantes, puisqu'elle compare différents pays, et elle prend l'exemple de Taïwan, où il y a des centres de ressources pour les aidants. Ce sont des centres où en fait l'aidant est suivi et il est accompagné pour justement pour qu'il soit formé, pour qu'il soit qu'il soit dans un bien-être. Et puis s'il y a des conflits familiaux, bien il y a une médiation. Donc l'aidant est encadré. Et puis le personnel dans ces centres de ressources, ils sont formés à accompagner, à aider, à soutenir les aidants, à mieux comprendre leurs problématiques. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un service, vraiment un suivi de qualité.
Ce qui fait qu'il y a différentes réunions et on voit effectivement est-ce que les usagers sont satisfaits ou pas. Donc moi j'ai trouvé que c'était une piste intéressante. Elle prend l'exemple aussi de l'Italie où il y a des maisons de santé avec de la télémédecine, avec de la radio à domicile, ce qui fait que, par exemple, le patient, donc il est chez lui, donc il n'est pas à l'hôpital, et il n'aura pas besoin de se déplacer pour faire une radio. La radio va se faire directement à la maison et avec les moyens modernes, ça va être transmis au radiologue qui va après donner... On peut faire sa radio de la maison. Eh bien, apparemment, en Italie, c'est possible. Ça arrangerait les affaires de beaucoup de personnes ici, puisque c'est la croix et la bannière pour faire une radio. Donc, si on pouvait la faire à la maison, après, il faudrait vérifier si ils réussissent à gérer le flux, mais déjà, c'est déjà une très belle avancée. Donc, on fait sa radio à la maison. Tout à fait. Et surtout aussi, ça soulage aussi l'aidant qui n'a pas besoin de quitter son travail pour accompagner son proche, justement, au centre de radiologie. Donc, elle donne vraiment différentes pistes. Et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que dans sa démarche, elle est vraiment impartiale. C'est-à-dire que ce soit du côté des soignants, du patient, de l'aidant, elle ne jette la pierre à personne. Parce que les soignants aussi, ils ont des difficultés, c'est pas forcément évident aussi pour eux. Donc, vraiment, elle est dans cette compréhension. Et ce qu'elle souhaite, c'est qu'il y ait plus de communication entre justement le monde médical et puis les aidants et les patients, qui est vraiment quelque chose qui favorise finalement le bien-être de tout le monde. D'accord. Si elle suit l'émission, elle voit qu'on fait déjà ce petit travail-là de communication à notre niveau. Mais une chose à laquelle tu as partagé avec nous, sincèrement, je n'y avais pas pensé. Tu en as parlé, on peut se dire oui, c'est évident, mais sincèrement, je n'y avais pas pensé. Les jeunes aidants. Et c'est là qu'on voit que la problématique, et pourtant on l'aborde depuis un certain temps, des aidants, elle est vraiment large, il y a du contenu. Et dans un premier temps, on avait vu les aidants qui... certes, en étant aidants, n'étaient pas conscients qu'ils étaient aidants, même s'ils aident, ce qui peut paraître aller de soi, mais pour eux, ils aident un proche, ils aident la maman, ils aident le papa, etc. Extérieurement, ceux qui ne sont pas aidants, ils disent c'est un proche qui aide, mais on ne pense pas forcément à l'étiquette aidant. Et le côté jeune aidant, effectivement, donc on a peut-être moi maintenant, puisque grâce à toi, j'en apprends plus. Donc je pensais bien cerner les aidants, je voyais les adultes. Mais effectivement, il y a les jeunes, il y a de moins de 18 ans qui sont là. Et effectivement, dans le travail qu'ils font avec joie, avec en tout cas de bon cœur, a un impact sur leur vie sociale et aussi vie scolaire. Et c'est vrai qu'on en parle peu, et pourtant, en réfléchissant là maintenant, quelques instants, on se dit, oui, ils sont là, mais automatiquement, en tout cas, moi, j'ai tendance à voir les adultes. Et oui, c'est une très bonne chose de mettre l'accent aussi sur les jeunes aidants qui... pour le coup, est-ce qu'ils ont un statut? Est-ce qu'ils sont reconnus tels quels? Ça doit varier selon les pays, je suppose? Oui, ça varie selon les pays. Et c'est vrai qu'en fait, la difficulté, c'était de les compter, de savoir en fait combien ils étaient finalement. Et on parle de 500 000 aidants en France. Il y a eu en fait un colloque, un premier colloque sur les jeunes aidants en 2019. Et donc, durant ce colloque, ils ont fait le compte et il y en a près de 1 million, 1,5 million, quoi. Et donc, ils sont nombreux et il n'y a pas forcément... c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas non plus. Pour eux, ils aident un parent. Ils ne se disent pas « oui, je suis aidant ».
Mais l'idée, c'est vraiment d'en parler, de mettre en lumière justement ces jeunes. Il y a l'association JAD, c'est une association qui aide les jeunes aidants. Et le docteur Hélène Rossineau souhaite que les professeurs, le système scolaire, les personnes soient formées à les détecter, à les repérer pour pouvoir les aider, pour qu'il n'y ait pas de décrochage scolaire. Donc vraiment, c'est une problématique qui est intéressante. D'accord. Et donc, le chiffre de 11 millions, effectivement, tu as parlé de paradoxe, et c'est la chose aussi qui m'interpellait, le contraste entre le titre, Invisible, et ils sont quand même 11 millions. 11 millions, on a la population parisienne, donc ce qui n'est pas rien. Donc, 11 millions, mais qui passe inaperçu, malheureusement, parfois pour certains. Donc, c'est 11 millions à l'échelle de la planète. Non, c'est 11 millions en France. Ah, pardon. Donc, c'est 11 millions en France. D'accord. Voilà. Oui. Oh, en France. Ça change encore la donne. 11 millions en France. Donc, oui, d'accord. Oui. Et justement, donc il y a des études vraiment partout dans le monde, puisque il y a des instituts, des institutions vraiment mondiales. Il y en a une justement pour les aidants. Et donc il y a des chiffres. Après, moi, je me souviens d'un chiffre c'était l'Organisation mondiale du travail qui recense près de 600 millions de femmes qui sont aidantes. Donc 600 millions dans le monde. Et dans ce chiffre-là, dans cette statistique, il n'y a pas les retraités, il n'y a pas les jeunes aidants. Et il n'y a pas non plus les demandeurs d'emploi. Et c'est que les femmes. Donc il n'y a pas les hommes non plus. Donc c'est pour dire que le chiffre est vraiment important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que elle mentionne donc un docteur qui est psychiatre en Inde et qui parle aussi de cette invisibilité des aidants. Donc c'est pas qu'en France, c'est vraiment partout dans le monde où les aidants ils ne savent pas qu'ils sont des soignants finalement, qu'ils prodiguent des soins informels puisqu'ils le font par amour, ils le font avec ils sont d'une certaine façon un peu obligés de le faire. Donc ils deviennent aussi des soignants. Donc c'est pour ça que ce terme aidant, plus il sera connu, plus ils pourront se reconnaître et puis plus on pourra les aider, parce que c'est vraiment une problématique majeure où tout le monde sera concerné un jour. Soit on sera aidant ou soit on sera un aidé. Donc quelqu'un va nous apporter de l'aide, un membre de notre famille. Donc autant effectivement qu'on puisse mettre en place, Mais il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont en train de se faire. D'ailleurs, les pistes qu'elle donne, j'ai vu effectivement, par exemple, elle parle de l'aidant expert, la notion d'aidant expert, comme la notion de patient expert qui existe. Eh bien, ça existe maintenant, effectivement. On reconnaît les compétences, les valeurs des aidants dans le monde médical. Donc, c'est déjà un bon début. Il faut continuer. Oui, le chantier est large. Le chantier est large. Il y a encore des pistes à explorer. Il y a des choses encore à communiquer au grand public et aussi aux professionnels. Améliorer la collaboration de tout un chacun. En tout cas, merci beaucoup, Cassandre, pour les informations que tu partages avec nous. Et oui, je vais juste rajouter aussi qu'en fait, ce que j'ai apprécié surtout à la fin, c'est qu'elle dit que on devra avoir le choix d'être aidant ou pas. Il ne faudrait pas que ce soit imposé. C'est-à-dire que les personnes qui veulent aider un proche, qu'elles soient soutenues pour qu'elles puissent préserver leur santé en aidant, et puis celles qui ne souhaitent pas être aidants, parce qu'il y a quand même il y a une responsabilité assez importante, et ils pourraient justement être accompagnés afin qu'il y ait des dispositifs qui leur permettent justement de ne pas forcément être aidants. Donc que tout un chacun qu'on ait le choix d'être aidant ou pas, et c'est vraiment une question qui touche toute la société. Dans quel monde on veut évoluer, et puis voilà. Merci beaucoup, merci Cassandre.
Merci pour cette thématique qui demeure d'actualité et nous nous ferons plaisir d'en entendre davantage très bientôt. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Avec Donc, plaisir. maintenant, nous allons nous tourner en face de Cassandre. Nous allons vers Marie-Laurence. Oui, merci, Donc, Ludovic. Bon, ben, je remercie Cassandre parce que je voudrais quand même, je dirais en quelque part, donner de ce témoignage un autre témoignage positif. C'est vrai que beaucoup de jeunes scolarisés se retrouvent aidants et aidantes. Pourquoi? Parce qu'on a l'idée qu'on s'occupe uniquement des personnes âgées, alors qu'on a des personnes en dépression très jeunes. On a aussi des jeunes qui ont des difficultés, je dirais, de comportement aussi. Et donc, on peut être aidant malgré soi. Et je salue et je dis bonjour à tous mes élèves qui sont aidants et aidantes. D'accord? Et donc, je te remercie, Cassandre. Donc c'est vrai que le soin, bon, les aidants font partie intégrante du soin et de la personne. Donc, ça me permet de dire de quoi on va parler cet après-midi. On va parler cet après-midi d'un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch. Pourquoi je l'ai choisi, et particulièrement le traité des vertus, c'est trois volumes, et particulièrement pourquoi Jankélévitch, parce que il est d'autant plus d'actualité parce que Jankélévitch, il est né en 1903, il a vécu les différents bouleversements, la Seconde Guerre mondiale, la révocation, parce que comme il était de famille juive, donc il a été révoqué alors qu'il était enseignant, il a dû fuir. Et donc, tout son parcours de vie, c'est un parcours de résistant et de choix à faire. Et ce qui a d'intéressant dans sa démarche, c'est qu'il va s'intéresser à la question morale. On ne peut pas, dit-il, faire de la philosophie sans intégrer comme pierre angulaire la question morale. Alors, la morale, c'est pas la même chose que l'éthique. L'éthique, c'est le bien-être. Bon, on fait comme on peut, du mieux possible, la meilleure action possible en fonction des circonstances. On va parler d'éthique en politique. Pourquoi? Parce que, il faut faire en fonction des circonstances et des situations. Parce que la question morale est beaucoup plus précise que ça. C'est un impératif qui commande. Je dois le faire parce que je dois le faire. C'est ça la morale. C'est pas la même chose que l'éthique. Donc c'est un impératif, comme dit Kant, catégorique, qui commande quelles que soient les circonstances. Et particulièrement, ce qu'il dit, c'est que séance tenante, il y a des qualités morales qu'il faut développer. Et la première qualité morale, c'est le courage. Pour être heureux, il faut avoir le courage d'être heureux. Pour pouvoir vivre, il faut avoir le courage de vivre. Et qu'est-ce que c'est que ce courage? Le courage, c'est l'ennemi du découragement. Le découragement, c'est qu'on s'en laisse aller parce qu'on n'en peut plus. Par contre, le courage, c'est séance tenante. Séance tenante, tu n'es pas courageux d'hier, tu es courageux ici et maintenant. Ce n'est pas la même chose que le téméraire. Le téméraire n'évalue pas les risques, il y va et puis il veut que son action s'inscrive dans l'éternité. D'accord? Non. Le courageux, c'est tout simplement celui qui affronte l'adversité, le moment présent. Donc, le courageux, il est dans l'instant, le présent. Et il sait qu'il faut sans cesse recommencer. Donc, avoir du courage, dit-il, c'est tout simplement... alors, ce qu'il dit vraiment, c'est ne pas se décourager et c'est s'affirmer comme sujet. On ne peut pas être un sujet
Le sujet, c'est pas un objet. Un objet, c'est un moyen en vue d'une fin. Ça, c'est un objet. Ça sert à. D'accord? Un sujet, c'est une personne ayant une valeur qui ne dépend d'aucune autre. C'est elle qui décide. Donc, en tant que sujet, on ne peut pas ne pas être courageux. En tant que sujet... On ne peut pas ne pas être courageux. Oui, sinon, on est un on. On est un anonyme, on se fond dans la masse, etc. Ben, c'est facile de se fondre dans la masse. C'est pas moi, c'est l'autre, c'est la société. Donc, alors que le sujet, c'est celui qui dit, bon, ben voilà, j'ai des choix à faire en tant que sujet, je le fais. Et ça, c'est étonnant, parce que je crois qu'il faut le faire à ce moment-là. Donc, et ça, c'est important. Sinon, on reste dans l'anonymat des individus et dans la foule. Mais c'est très facile de ne pas être courageux. Parce qu'on se dit, bon, on ne prend pas de risque. Or, pour être un sujet, une personne ayant, on va dire, une valeur absolue en soi, la valeur absolue, ça ne tient pas à notre couleur de peau. Ça tient au fait que l'homme, c'est un être qui a intégré, intrinsèquement, il a de la valeur. Indépendamment de sa couleur de peau. Il est un être digne de respect. Et c'est pas parce que tu es président, c'est pas parce que tu es bon ministre ou que sais-je, professeur, etc., qu'on te doit du respect, c'est en tant que sujet. Et le sujet, c'est pas un objet. Et je prends un exemple très simple pour les élèves. L'esclave, le scandale et le crime de l'esclavage, c'est d'avoir transformé des sujets, des personnes en objets. C'est ça le crime. C'est pas parce que vous n'êtes gay, sinon, qu'on dit, ah bon, compagnon, bon, nous souffrons pas ça, bon, on va faire des hiérarchisations, ouais, le juif n'a pas souffert comme nous étions des siècles. Donc non. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience qu'à partir du moment où on a transformé des sujets, des hommes, des personnes ayant une valeur absolue, ayant une égale dignité, en objet de domination, objet de servitude, etc. C'est ça le crime. Et c'est en cela que le crime, il est condamnable et irréparable pour Jean Kelevitch, un juif. Il y a des actions qui sont irréparables. Le crime il ne peut pas y avoir de réparation pour un crime qui est si important. On ne monnaie pas, ça se monnaie pas. C'est une question de principe. Alors, ce qu'il y a encore d'intéressant dans ce qu'il dit, c'est que le courage est inséparable du sérieux. Le sérieux, c'est ne pas pouvoir déléguer sans cesse à d'autres sa responsabilité. Il y a des responsabilités en tant que sujet à prendre. On ne peut pas dire sans cesse que c'est la faute. Il y a des choses que le sujet doit pouvoir faire séance tenante. Si je décide que le bonheur, c'est de mon ressort, pour moi, il faut que je le fasse. Qu'importe les conditions. J'organise, je regarde les conditions. C'est vrai que les conditions ne sont pas favorables. Mais qu'est-ce qui m'amène à lutter contre l'adversité? Et pour être heureux, c'est le vouloir être heureux qui fait qu'on est heureux. On n'est pas heureux parce qu'on ne veut pas être heureux. On est heureux parce que, on le veut. Il y a une véritable volonté qui accompagne le courage, oui. Donc, chaque fois que je suis assis sur ma chaise, ouais, j'attends le bonheur. Donc, je suis plus en mode sujet. Non, je suis en mode spectateur. Spectateur. Je suis en mode on va faire. Donc, je n'active pas le courage, là. Voilà. Dans le on, il n'y a pas de courage. D'accord. Parce que sinon, je me fous dans la masse. À partir du moment où on se positionne, où on s'engage, parce qu'il sait ce dont il parle, hein. Jean Kelevitch, qui est mort à l'âge de 80 ans en 1985, d'accord? Il sait que le parcours d'un résistant, c'est un parcours d'engagement. Et à partir du moment où on s'engage, c'est le sujet qui s'engage, c'est pas le on qui s'engage. Donc, il faut faire des choix.
Et parce qu'on est sujet, le choix, c'est la liberté. Parce que la liberté, c'est pas faire ce que l'on veut. Exact. C'est être en capacité de faire des choix éclairés. Et ça, c'est important. C'est pas agir à sa guise, c'est pas agir sans contrainte, indépendamment du milieu dans lequel tu vis, indépendamment des autres. Non. Et c'est choisir des règles en connaissance de cause et s'y tenir, sachant qu'il y a toujours des limites. Donc, ce qu'il dit et qu'il ajoute concernant le courage, le futur du courageux est celui de la minute qui vient. Autrement dit, le courageux doit desserrer l'urgence des improvisations hâtives en maintenant à distance l'avenir. Pourquoi? Parce que dans le courage, tu n'es pas courageux pour demain. Tu es courageux l'instant là. L'instant présent. Maintenant, demain, tu auras du courage à nouveau. Autrement dit, il y a des vertus qui sont à la fois commencement et recommencement. Et c'est pareil pour beaucoup de vertus. C'est-à-dire que si tu es sérieux, tu n'es pas sérieux aujourd'hui, et puis à vie. Autrement dit, on ne peut pas te coller une étiquette, tu es sérieux à vie. La personne a été sérieuse dans cet instant présent. C'est comme une fonction logarithme. Le résultat n'est valable que dans un domaine de définition précis et dans un tableau de variation précis. Eh bien, c'est pareil. L'action se cadre dans des conditions précises. Au-delà de ces conditions, il faut recommencer. Et par rapport à l'exemple que tu prends sur le sérieux, donc Ouais. on est sérieux à un moment T, à un instant. Oui. Est-ce que le fait peut-être justement de coller une étiquette de sérieux sur une personne, c'est parce qu'elle a fait preuve de sérieux peut-être plusieurs fois, elle a additionné les instants, et puis ce qui fait que aujourd'hui, on lui collerait l'étiquette de sérieux par rapport à tout ce qu'elle a fait par le passé. Oui, mais ça, on n'a pas une rente. On n'est pas rentier du sérieux, ni rentier du courage. Et c'est ça. Sinon, on n'est plus dans la moralité. Parce que la morale, par définition, elle est désintéressée. Il n'y a pas un intérêt. Si tu accumules les actions pour avoir cette étiquette de sérieux et de courageux, on n'est plus dans la moralité. On est dans la rente et on est dans un calcul d'intérêt. Et le calcul d'intérêt, ça n'a rien à voir avec la moralité. On va dire que c'est une moralité intéressée. Mais ce n'est pas la moralité authentique qui ne suppose pas l'accumulation, qui suppose un engagement d'ici et maintenant. Parce que pour comprendre le courage, il faut l'inscrire dans le temps. Le temps, parce qu'il a une grande référence sur le temps. Et c'est intéressant parce qu'il dit une chose suivante, la particularité du temps, c'est d'être à la fois créateur de nouveautés et irréversible. Autrement dit, on prend un exemple. Si j'ai accouché pour la deuxième fois, c'est toujours la première fois que c'est la deuxième fois, et c'est la dernière fois que ce sera la deuxième. C'est ça, c'est-à-dire, c'est l'inédit. C'est pourquoi on ne peut pas dire quand des parents ont perdu un enfant, ou on est trop cher, dire ah oui, parce qu'il a perdu, il y a d'autres. Mais même si tu n'as pas d'autres, mais il n'empêche que celui que tu as perdu, il est unique dans ce qu'il était. Sûr, oui. Et ça, on le comprend grâce à la temporalité. La temporalité, c'est l'inédit, c'est la nouveauté. Autrement dit, chaque action que nous faisons, c'est la première et dernière fois. Le présent s'évanouit dans le passé. Ce qu'on vient de dire, c'est le passé. Et il est toujours mangé, happé par l'avenir, que l'on ne connaît pas. Et donc, les vertus, comme le courage, eh bien, ça se vit essentiellement dans l'instant. Et deuxièmement, l'irréversible,
L'irréversible, c'est une action qu'on ne peut pas revivre. C'est le passé. Le passé a été et ne pourra pas revenir. Maintenant, comment vais-je faire pour transformer le passé, l'avenir? Si le passé n'est pas transformé en avenir, ça donne traumatisme. Parce que la racine du traumatisme et le drame du traumatisme, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vit le passé toujours au présent. Et ça, c'est important. Et donc, c'est pas simplement de la volonté du sujet. On a des traumatismes qui sont liés à des viols, des attouchements, etc., où le sujet, la mémoire traumatique, c'est une mémoire qui se vit de façon douloureuse parce que le passé revient sans cesse nous rappeler la souffrance du traumatisme, de l'action qui a conduit à mon traumatisme, du crime qui a conduit à mon traumatisme. Et c'est ça qui est important. Donc ce qu'il dit, c'est que dans l'irréversible, on ne peut pas revenir. Par contre, parce que le temps est unique et il se produit toujours pour la première et dernière fois, c'est un espace de liberté. Et c'est pourquoi je dis aux élèves, ils me disent, madame, on n'a jamais fait de devoir, c'est la première fois qu'on va faire un devoir. Mais je leur dis que chaque devoir, c'est la première et dernière fois. Donc, je vois pas ce que tu me dis, puisque le deuxième devoir, ce sera le premier, deuxième devoir, et ce sera le dernier, deuxième devoir. Ben, c'est ça aussi la vie. C'est toujours la première. Le premier amour, il restera toujours le premier, le dernier amour. Maintenant, tu vas aimer une deuxième fois, mais ce sera différent. Et donc, celui qui est jaloux de ton amour de jeunesse, il a tort. Puisque tu ne peux pas l'aimer comme tu as aimé le premier. Donc, par conséquent, on met tout le monde d'accord. Oh, merci. Je n'avais pas pensé à ces choses-là. Et j'aime bien l'exemple que tu prends aussi avec les élèves qui disent on n'a jamais fait ça. C'est Moi, j'ai tendance à leur répondre l'inverse. Donc, maintenant, je verrai les choses différemment. C'est toujours la première et dernière fois. D'accord. Oui. Et ça, c'est important de le comprendre parce que si on n'intègre pas l'action humaine dans la temporalité, je prends l'exemple que prend Jean Kelevich, il fait trois volumes sur le je ne sais quoi. 3 volumes, je ne sais quoi, tome 1, tome 2, tome 3. Mais c'est justement ce je ne sais quoi qui fait que si je t'aime, je ne peux pas te l'expliquer, mais ce je ne sais quoi qui fait une tenue, qui fait que, bon, paf, et c'est ce je ne sais quoi qui permet la philosophie. Et c'est ce rien qui est l'essentiel. Et tout le monde sait, dans une tenue, le détail, eh ben, c'est ça l'essentiel. D'accord? Donc, quand il dit « je ne sais quoi », c'est bien ça. Il y a ce « je ne sais quoi » qui n'est pas simplement un simple joujou, mais c'est là où se cache l'essentiel. On dit tout simplement que le diable se cache dans le détail. D'accord? Les manipulateurs l'ont vite compris. Hein? Ils sont des hommes du détail. Parce qu'ils ont compris que, justement, le détail, c'est l'essentiel. C'est ce qui engage notre réflexion et qui nous permet de comprendre que finalement, nos choix sont toujours dans un temps précis. Donc, voilà ce qu'on peut retenir du courage. Pour tout, on a besoin du courage. Et l'ennemi du courage, ne pas oublier, c'est le découragement. Merci beaucoup. Juste un petit rappel. Tu as expliqué rapidement au début. Quelle différence tu fais entre le courageux et le téméraire? Le téméraire n'évalue pas les risques. D'accord. Il y va et ce qui l'intéresse, c'est inscrire son action dans l'éternité. D'accord? Il va soigner sa postérité. D'accord? Le courageux, son action s'inscrit dans l'instant. Dans l'instant, dans la position d'un je qui s'engage
et qui choisit en connaissance de cause et qui devra faire preuve demain, après-demain, de courage. Mais en fait, le courageux, je dirais, il vit toujours dans l'instant présent et tient compte de l'instant. Par contre, le téméraire s'inscrit dans une éternité. Mais on sait bien que l'éternité, c'est quelque chose. C'est pas l'addition de différents instants du présent qui construit l'éternité. Bon, et l'éternité, c'est pratiquement une illusion. Mais on y va quand même. Parce que l'homme a besoin d'illusions. D'accord. Ben, merci beaucoup, Marie-Laurence. En tout cas, je n'aurais jamais pensé qu'en philosophie, on pouvait rire autant. Donc, oui, on rit souvent. Elle apporte une touche qui change notre perception de la philosophie. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a de l'humour et il parle aussi de l'humour. On ne peut pas faire de la philosophie sans humour et parfois une petite dose d'ironie. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, ça va aussi dedans. Mais en tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence pour cette leçon sur le courage. Et donc, je retiendrai, donc si je suis courageux aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je serai courageux demain. Je devrais encore travailler à mon courage demain. Voilà. C'est dans l'instant qu'on est courageux, c'est séance tenante qu'on est courageux ou courageuse. Je voulais juste rebondir, vraiment j'ai beaucoup apprécié ton thème et ça me parle beaucoup et ça a beaucoup parlé aux aidants parce qu'eux aussi ils ne manquent pas de courage. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, chers amis, continuons à être courageux chaque jour. C'est un travail quotidien de chaque instant. Et c'est ce je ne sais quoi qui fait le courage et qui donne de la valeur aux soins qu'apportent les aidants. C'est ça. C'est ce presque rien qui fait l'essentiel. Tout à fait. Voilà. Et puis ils ont aussi le sens du devoir moral. Voilà. C'est surtout aussi ça il y a l'amour, mais c'est vrai que le sens du devoir moral les pousse à s'occuper de leurs proches. Voilà. Tout est dit, je n'aurai plus rien à ajouter. En tout cas... Oui, voilà. Ils font la chose qu'ils doivent faire. Séance tenante. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Laurence. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre Alors, le traité des vertus, donc c'est chapitre 2 du tome 2. Voilà. Ah, d'accord. Ok, de Jean Kelevich. Oui, voilà. Donc, Vladimir. Voilà. Donc, français, mais de famille russe, ses parents étaient russes. D'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Marie-Laurence, merci Cassandre pour ta présentation courageuse de nos courageux aidants. Si comme Marie-Laurence, comme Cassandre, vous désirez présenter un livre sur le courage ou autre, de toute façon, ce sera une forme de courage de venir le présenter. Séance tenante, oui. Séance tenante. Vous pouvez le faire en composant le numéro qui s'affiche à l'instant, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire. Merci beaucoup, Cassandre. Avec plaisir. Et justement, les aidants, ces invisibles, grâce à l'émission, ça les met en valeur, ça les met en lumière. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Marie-Laurence. Oui, merci à toi. Et puis, merci à l'équipe, toute l'équipe derrière les plateaux, les invisibles. Merci aux invisibles. D'accord. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.